Merci de nous avoir présenté d'une manière aussi vivante un problème qui est un problème grave. On était habitué depuis longtemps à ce que des gens qui ne savaient pas très bien ce qu'ils pouvaient avoir viennent consulter le tropicalisme parasitologiste avec les diagnostics les plus farfelus. Malheureusement, depuis, il y a Internet et ces réseaux sociaux ont aggravé la situation d'une manière épouvantable. Et je remercie François Péter de nous avoir présenté ça d'une manière aussi scientifique, partant de la réalité pour aboutir à ces excès absolument dommageables. Nous allons maintenant avoir le côté biologique de la présentation de Benoît Joliac, et par conséquent, je lui laisse la parole. Merci. Donc, que sait-on et quel est le problème en fait du diagnostic biologique? Je crois que le problème en fait se résume à cette diapositive. Le problème est que dans les cas de borréliose de Lyme, il y a peu de spirochètes. Et plus on avance de la tique à un tissu profond, et moins il y a de spirochètes. On a plus dans la tique que dans l'héritage migrant, on a plus dans l'héritage migrant que dans les manifestations d'ICD. Ces borrélias sont dans l'immense majorité des cas intratissulaires, dans de rares exceptions elles sont intracellulaires. On a très peu de données in vivo là-dessus. Alors ensuite, au point de vue outils, le premier est de ne pas mélanger, donc comme j'ai dit, les éventuels borrelia et les borrelia, en tout cas les fièvres récurrentes et les borrelia de Lyme. L'examen direct est adapté dans le cas des fièvres récurrentes, il est inadapté dans les borrelia des maladies Lyme qui nous occupent aujourd'hui. Et il faut beaucoup se méfier des non-spécificités devant un examen direct qui est positif. Vous voyez cette image, pour visualiser une borrelia dans une coupe tissulaire, il m'a fallu 20 minutes d'observation microscopique, donc très peu de bactéries. La culture, comme toujours pour les microbiologistes et en microbiologie médicale, je pense vétérinaire comme humaine, c'est la référence. Le problème est que dans le cas des borrelia de Lyme et les autres aussi, c'est réservé à des laboratoires spécialisés parce que le milieu culturel spécifique, il coûte assez cher, la culture est lente, 2 semaines dans le plus confortable des cas, 8 semaines voire plus, c'est chronophage car la culture ne trouble pas le milieu culturel. La spécificité est attendue est de 100%, mais parfois il y a eu quelques problèmes de contamination, mais le principal problème est la sensibilité qui est moyenne à mauvaise. Vous voyez 50% en cas d'héritage migrant, 20% en cas d'acrodermatite chronique atrophiant, un peu plus avec certains ajouts dans le milieu de culture, très faible dans le liquide céphalorachidien ou cérébrospinal. Plus on avance dans l'évolution clinique et plus le taux d'isolement à partir de ce liquide est faible, et à partir de liquide synovial, on est sur de l'exception, puisqu'il y a moins d'1% des cas d'arthrite de Lyme où la culture est positive. Donc on se tourne tout naturellement vers des techniques de biologie moléculaire qui ont pour avantage d'une part d'être plus rapides, et deuxièmement d'apporter une meilleure sensibilité, notamment dans les manifestations tardives. Et vous voyez que l'acrodermatite va avoir dans la littérature des sensibilités équivalentes à l'héritage migrant, entre 50 et 80% sur les techniques en utilisant des techniques de PCR en temps réel. Pareil pour l'arthrite, je disais tout à l'heure, exceptionnel d'isoler la souche en culture. La sensibilité sur les liquides synoviales, sans être parfaite, est bien meilleure. Et enfin, la PCR permet de s'affranchir de contaminations liées à une flore cutanée. Par contre, il y a le problème bien sûr des contaminations par PCR, et elle permet aussi le plus souvent de typer l'espèce en cause. Comme inconvénient, eh bien, la déception a été double en évaluant ces méthodes par les différentes équipes. C'est une sensibilité toujours décevante dans le liquide cérébrospinal, pas mieux que la culture, et une sensibilité quasiment nulle dans le sang. Je parle bien des borrelia de Lyme et pas des borrelia de fièvre récurrente. Enfin, comme toujours avec la PCR, si le traitement antibiotique est démarré, la positivité ne signe pas forcément une infection active. En pratique, on en arrive donc faute de mieux, en quelque sorte. L'outil biologique va être un outil sérologique, avec des limites qu'il faut bien connaître. Tout d'abord, je me permets d'enfoncer une porte ouverte, c'est-à-dire que la sérologie peut permettre un diagnostic, mais un diagnostic indirect de réponse immunitaire, avec les limitations que cela a tout sérodiagnostic.
Dans le cas de la borréliose de Lyme, on utilise un sérodiagnostic en 2 temps. Pourquoi? Le but est de combiner sensibilité et spécificité, hormis le stade de l'état migrant, ça a été dit tout à l'heure, qui ne prête pas à l'utilisation de la sérologie. Pour les autres stades, c'est utiliser une technique ELISA de façon à avoir une sensibilité maximale, quitte à ce que ça soit au détriment de la spécificité, et de redresser ce manque partiel de spécificité en utilisant, dans les cas d'ELISA positifs ou douteux, une immunoempreinte ou dot blot ou immunoblot ou western blot, peu importe, les technologies sont très similaires, de façon à faire une confirmation, dans le but, il y a à nouveau d'augmenter la spécificité. En effet, ces techniques d'immuno-empreinte posent des problèmes de réaction croisée relativement fréquentes qui varient selon les techniques qui sont proposées, mais il y a des fréquentes réactions croisées avec des agents infectieux, les spirochètes, tout le monde s'en doute, mais aussi avec d'autres agents bactériens, des agents viraux, comme des réactions croisées avec le bébé sont très fréquentes, ou des pathologies dissimilitaires pouvant entraîner des erreurs diagnostiques dans le cas de pathologies articulaires auto-immunes, par exemple. Il existe des normes qui sont recommandées au niveau européen pour avoir un outil qui soit applicable en termes d'application diagnostique. C'est d'utiliser un ELISA à condition qu'il y ait au moins une spécificité de 90% et le western blot 95%. De vérifier cela sur un panel d'au moins 100 échantillons de donneurs de sang indemnes de borréliose de Lyme. Discuter ce que c'est qu'un donneur de sang indemne de borréliose de Lyme et d'évaluer la sensibilité des outils catégorie par catégorie sur des cas confirmés de borréliose. La spécificité est quelque chose d'important de façon à la vérifier sur la population locale, puisque ça va ensuite entraîner les notions de valeurs prédictives positives et valeurs prédictives négatives. Je ne vais pas les détailler ici, mais comme vous le savez, c'est quelque chose d'important dans le cas d'une application diagnostique, la VPP et la VPN. Juste un exemple dans le cas des neuroborrélioses qui nous est souvent sur lequel on demande souvent un complément d'explication. Si je prends un rassemblement, par exemple sportif d'une population, et si je teste toutes ces personnes, je vais inévitablement trouver des sujets séropositifs pour borrélier là. Certes, pas de taille variable selon le type de population rurale ou citadine auquel je vais m'adresser. Et malheureusement, à côté de cela, il va y avoir des patients qui vont présenter des troubles neurologiques. Il va y avoir bien sûr une intersection de ces deux populations définissant un cercle milieu. Et la question est de savoir si le fait d'avoir des troubles neurologiques, quels qu'ils soient, et d'avoir une sérologie positive pour borrelia en fait une neuroborréliose. Nous avons étudié ça il y a une dizaine d'années. Des équipes allemandes ont fait aussi. Récemment, une équipe au Danemark l'a fait aussi. En fait, tous les patients séropositifs ayant des troubles neurologiques n'ont pas une neuroborréliose, et c'est à peu près 30% d'entre eux qui vont avoir cela. Donc, pour le diagnostic, on dispose d'un outil qui s'appelle la synthèse intrathècale, je vais y arriver, mais c'est pour mettre en évidence cette importance de la valeur prédictive positive, donc la capacité d'un outil sérologique à détecter le vrai positif sur l'ensemble des patients ayant au total un test positif qui est quelque chose de vraiment important, à mon avis, à prendre en considération. D'autres limites pour les tests sérologiques, c'est la présence des IgM. Signe-t-elle une infection active? Au début, oui. Attention à ne pas rejeter les diagnostics de maladie de Lyme active devant l'absence d'IgM. Je vais prendre un exemple. Dans notre expérience et dans celle d'autres groupes, seuls 10 à 15% des acrodermatites positives en culture présentent des IgM, et pourtant elles sont positives en culture et vont pouvoir être traitées efficacement par antibiotiques. Attention aussi à la présence chez des patients ayant des signes évoluant long cours qui ont des IgM positifs de façon isolée. On est de plus en plus confrontés entre guillemets à cela et devant à expliquer cela. Oui, mais j'ai des IgM, mais il n'est pas possible sur une infection qui évolue depuis plus de 3 mois de ne pas avoir des IgG. A l'inverse, ne pas rejeter devant la présence d'IgG isolé le diagnostic possible de borréliose de Lyme, ne pas en faire systématiquement une cicatrice. 90% des intrigues de Lyme, dans notre expérience, ont des IgG sans IgM. Enfin, ce que j'évoquais tout à l'heure, une sérologie positive ne fait pas un diagnostic,
Ce n'est donc pas à proprement parler un sérodiagnostic qui poserait le diagnostic d'une maladie. Comme ça a été rappelé par différentes équipes, une sérologie positive indique malheureusement uniquement un contact avec Borrelia. Et si on suit des sujets asymptomatiques qui sont séropositifs pour Borrelia, il y a eu 2 études, une en Suisse sur 7 ans et une en Hollande sur un nombre plus court d'années. 95 à 98% des sujets séropositifs ne développent rien dans leur suivi qui soit en rapport avec Borrelia. De même, la persistance des anticorps ne doit pas forcément être corrélée à une persistance de l'infection. On voit trop de patients qui sont traités, retraités, surtraités et encore retraités. Cette cure de cette triaxone pour certains patients, de temps en temps. Il a été montré depuis des années que la persistance des anticorps, même après traitement bien conduit, efficace et en l'absence de tout signe clinique, même asymptomatique, chez des patients ayant eu un diagnostic de borréliose de Lyme, eh bien, faisait que 50% des patients, jusqu'à 50% des patients, pouvaient avoir 10 ans après encore des IgM ou des IgG. Donc la nécessité de se centrer sur le suivi clinique, François Brucker en a parlé tout à l'heure. Alors qu'en est-il des patients séronégatifs atteints de borréliose de Lyme? Je crois qu'il est important de replacer cela par rapport à la cinétique d'apparition des anticorps. Et s'il est effectivement normal que des patients ayant une infection locale qui est l'érythème soient séronégatifs, ce n'est pas spécifique à Borrelia, Chlamydia trachomatis en est aussi un très bel exemple. On est donc devant quelque chose d'assez fréquent, 50% des cas d'érythème migrant pour une maladie, pour une forme clinique de la maladie qui représente la grande majorité des formes cliniques de borréliose. 85% on va dire en moyenne entre 75 et 95% selon les études européennes. À côté de cela, aux autres stades, avec un suivi éventuellement sérologique au 2e mois, les cas publiés de forme tardive de borréliose de Lyme séronégative sont tout à fait exceptionnels avec les techniques actuelles. Je vais prendre 2 exemples. Dans l'acrodermatite chronique atrophiante, dans cette méta-analyse européenne publiée l'an dernier, la sensibilité était en moyenne, vous voyez, de 99%, avec des variations, vous voyez, 82 à 99, liées peut-être à des kits sérologiques, liées aussi peut-être à des problèmes de critères de définition de cas. Notre expérience sur les acrodermatites est tout à fait dans ce cadre-là. Nous avons repris les données sérologiques, nous avons récupéré les données sérologiques de 24 patients qui avaient une acrodermatite diagnostiquée sur autre chose indépendamment de la sérologie, donc sur la base de la clinique, de l'histologie et d'une positivité en culture. Tous ces patients avaient des anticorps en ELISA de classe IgG. La même chose sur un plan articulaire, la méta-analyse, vous voyez, montre une sensibilité de 96%. Vous noterez que la sensibilité en Western blot n'était pas meilleure que celle en ELISA. Et là aussi, notre expérience sur 5 ans au niveau du CNR, sur des patients pour lesquels le sérodiagnostic avait été réalisé en parallèle ou après que les prélèvements articulaires soient effectués de façon à ce qu'il n'y ait pas de biais. 38 patients diagnostiqués sur la base de présentation clinique et d'une positivité en PCR. Parmi ceux-ci, pour 35, nous avons récupéré les données postérieures sérologiques qui montrent une prédominance très forte de monoarthrite, notamment du genou, et 100% à nouveau étaient positifs en ELISA de classe IgG. Une sensibilité moins bonne au stade neuroborréliose, avec, si on se limite à une sérologie sanguine, une sensibilité de 80% seulement, donc plus faible que tout à l'heure, qui impose pour moi un suivi sérologique. Et puis aussi, l'expérience que l'on en a, c'est repousser ces chiffres-là, avec une variabilité de la séropositivité dans le sérum et la nécessité, devant des signes neurologiques, d'analyser systématiquement, en tout cas de proposer systématiquement aux patients d'analyser le LCR, permettant de mettre en évidence une synthèse intrathecale. En effet, la ponction lombaire va fournir beaucoup d'informations biologiques utiles pour le diagnostic. Elle va mettre en évidence une lymphocytose, qui est un des paramètres les plus précoces, qui peut être plus précoce encore que la sérologie, et elle va permettre de montrer la séropositivité dans le LCR, qui, couplée à la séropositivité dans le sérum, permet de définir ce
ce qu'on appelle la synthèse intrathecale, qui n'est pas encore inscrite à la nomenclature, et pour lequel nous allons travailler à cela. Et j'insiste sur le fait que la culture du LCR et la PCR sont des outils qui sont optionnels de deuxième intention, car ils sont peu sensibles, et le risque serait de rejeter le diagnostic de neuroborréliose parce que la PCR sur LCR, par exemple, est négative. L'immuno-empreinte, je vais passer, j'en ai parlé tout à l'heure, la même sensibilité que l'ELISA dans cette méta-analyse européenne, ce qui fait que l'immunoglotte ou l'immuno-empreinte n'est pas indiquée si l'ELISA est négatif, car ce que l'on va observer, c'est un certain nombre de décalages western blot ELISA qui sont dus à une persistance plus longue des anticorps chez des sujets que l'on suit après traitement ou bien dans le cas de cicatrices sérologiques asymptomatiques. Et donc on a une augmentation de la séroprévalence dont il faut simplement tenir compte si on fait une étude de séroprévalence, est-ce qu'on l'a fait par ELISA ou est-ce qu'on l'a fait par western. Enfin, j'insiste sur le fait que malheureusement, il n'y a pas de marqueur d'infection active à ce jour, que ce soit en ELISA ou en western blot, qui serait très utile pour différencier une infection asymptomatique d'une sérologie cicatricielle ou d'une maladie, et qu'il n'y a pas non plus de marqueur biologique de maladie persistante permettant de dire qu'il y a eu un échec thérapeutique. Je finirai cette présentation en disant quelques mots d'autres tests de laboratoire, en insistant comme exemple sur un qui a fait beaucoup couler d'encre, c'est la détection de Borrelia au microscope. Je vous ai expliqué quelles étaient les limitations au départ de la microscopie, et en 2013, il y a une publication qui est sortie disant qu'on pouvait très simplement faire le diagnostic de borréliose chronique par la démonstration de spirochètes dans le sang. Bien. Ce qui a été montré, ce sont en fait des images de ce type-là, en disant que les soi-disant borrelia étaient en collier de perles, qu'il s'agissait de formes de type L chez des sujets malades, et les mêmes images ont été observées par des sujets témoins. En 2016, la même équipe a participé à une étude initiée par d'autres Scandinaves, puisque c'était dans le cas des études scandinaves. Je crois que le titre parle de lui-même. Qu'est-ce que cela a montré? Eh bien que les sujets sains contrôlent où les patients avaient des borrelia dans une fréquence aussi élevée, vous voyez, tout à fait important, 60% chez les contrôles, 50% chez les témoins. Et cette équipe avait aussi dit que l'on pouvait diagnostiquer non seulement par microscopie les borrelia, mais aussi les bavésiens. Vous voyez qu'en utilisant des techniques complémentaires, culture, PCR, tout cela n'a pas été confirmé. Je vous remontre une photo de borrelia. Dans le sang, il s'agit de borrelia de fièvre récurrente. Vous voyez qu'on n'est pas vraiment sur cette morphologie de forme L, qui n'ont à ce jour pas été montrées in vivo chez des patients atteints de borréliose. Il a été montré des morphologies atypiques, mais pas les formes que je vous ai montrées au préalable. Autre marqueur qui fait parfois parler de lui, c'est l'intérêt du CD57 des cellules NK, qui a été proposé dans un certain nombre de case reports, jusqu'à ce que l'équipe du CDC réanalyse un petit peu les choses et analyse sur un petit nombre de patients en estimant que ça suffisait et qu'ils allaient s'arrêter là. Des patients ayant un Lyme guéri, sans signe clinique, des patients ayant des symptômes post-Lyme et des témoins, et ont montré qu'il n'y avait pas de différence du taux de cellules CD57 entre les trois groupes. Voilà. Un marqueur sur lequel il y a un intérêt peut-être dans l'avenir, c'est le CXCL13 dans les neuroborrelioses, donc ça nécessite aussi l'analyse du liquide céphalorachidien. Cette molécule, cette chimiochine est sécrétée par les cellules dendritiques, l'action sur les lymphobées, c'est pas ce qui nous préoccupe aujourd'hui, elle est sécrétée précocement dans le LCR, donc ça semble un marqueur intéressant pour sa valeur prédictive négative peut-être. L'inconvénient est qu'il a aussi été montré des taux élevés chez les patients ayant une neurosyphilis. Bon, ça on peut le différencier d'une autre façon, mais aussi dans les méningites virales, dans les désordres disséminitaires. Donc le problème, à nouveau, est un problème de couple, sensibilité-spécificité. Peut-être en le maniant avec des pincettes qu'on peut utiliser cet outil, il nécessite à nouveau une validation. Donc que faire de la sérologie?
Eh bien, à ma connaissance, ce qu'il faut, c'est avant tout améliorer tout d'abord la spécificité de façon à ce qu'elle devienne supérieure ou égale à 99%, à l'image de ce qui se fait maintenant aux différents paramètres viraux, ce qui fait qu'on améliorera du coup la valeur prédictive positive et donc l'interprétation du test. Donc il y a une nécessité de développement et de recherche dans ce domaine, de nouveaux antigènes qui pourraient être dans ce cas-là. En attendant, il faut améliorer l'utilisation pratique des tests en utilisant la sérologie sur des tableaux cliniques qui sont compatibles avec le diagnostic, ce qui à nouveau améliore la valeur pré-test. La dernière ligne, ça a déjà été dit par François Becker, donc je vais sauter pour finir sur quels sont les enjeux, à notre avis, pour le diagnostic biologique, et bien mettre au point une méthode non invasive de diagnostic des érythèmes migrants, qui sont les plus nombreuses formes cliniques, non invasives aussi pour les formes neurologiques, trouver des marqueurs d'évolutivité de réponse thérapeutique, améliorer la spécificité des tests sérologiques, et cela passera peut-être par l'amélioration des connaissances par des techniques protéomiques ou métabolomiques ou autres. Je vous remercie de votre attention.